Et convivial, c'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Nous sommes mardi, nous sommes le 5 octobre 2010 et chers auditeurs, on commence un spécial pour tout le mois sur la crise d'octobre, 40 ans plus tard, 40 ans après. Et la citation est en fonction de mon invité, comme je vous l'avais annoncé, M. Claude-Jean Devirieux, et qui travaillait à Radio-Canada à l'époque. La citation est la suivante. « Trudeau a abusé la population en se refusant, par lubie ou par passion, de sauver Pierre Laporte. » Qui a dit cette phrase? C'est le docteur Jacques Ferron, le 28 novembre 1971, dans Le Devoir. Je répète, qu'est-ce qu'a dit le docteur Jean Ferron, qui avait été appelé par les Felkis, qui était caché dans une espèce de tunnel à la maison de Michel Vigée, le comptable à Saint-Luc, après avoir assassiné Pierre Laporte, et se sont réfugiés là-bas. Eh bien, ils ont fait venir un médiateur, c'était le docteur Jacques Ferron. Le docteur Jacques Ferron a écrit dans Le Devoir du 28 novembre 1971 cette phrase: « Trudeau a abusé la population en se refusant, par lubie ou par passion, de sauver Pierre Laporte. » Alors, il est là comme un seul homme. Étiez-vous, M. Devirieux, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Pourquoi je vous vois un petit peu comme ça? Parfait. M. Devirieux est habitué de faire de la télévision et de la radio. Vous en avez fait depuis tant d'années, hein, M. Devirieux, oui, à Radio-Canada. Comment je suis entré à Radio-Canada le 5 janvier 1956. 1956, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Et j'en suis parti à la fin de l'année 1986. 86, après une carrière bien remplie. Oui. Et vous avez toujours été à la télévision ou vous avez fait de la radio à Radio-Canada? J'ai d'abord fait de la radio, et ensuite de la télévision. Et ensuite de la télévision. Donc, M. Jean Devirieux, Claude-Jean Devirieux, M. Claude-Jean Devirieux, on va dire M. Devirieux pour faire plus court, là. Oui, alors, oui. M. Devirieux, toute la montée de cette mouvance avec l'élection du Parti libéral du Québec de Jean Lesage en 60, la Révolution, l'équipe du tonnerre, l'élection référendaire en 62 pour la nationalité de l'électricité. Vous avez tout vu ça. J'ai tout couvert ça en tant que journaliste. J'ai vécu ça en tant que citoyen et j'ai couvert ça en tant que journaliste. En tant que journaliste, effectivement. Et la montée du Front de libération du Québec à partir de l'hiver 63, vous avez tout vu ça également. J'ai tout vu ça également, voilà. Et à l'époque, ça n'a pas été très long, hein, M. Devirieux, quand le FLQ a été créé en 1963, dès juin 63 de la même année, il y a eu une rafle policière où on a arrêté pratiquement toute la première vague. On avait arrêté toute la première vague, effectivement, oui. Et on sait aujourd'hui, par des documents déclassifiés, que cette première vague du Fonds de libération du Québec était déjà infiltrée par des services secrets militaires, un dénommé le lieutenant-colonel Bernard Scott. Oui, et ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que le Canada est un grand pays moderne et qu'il est très bien outillé en ce qui concerne la fonction publique fédérale, et notamment la police, qui a hérité évidemment du savoir-faire de la police britannique, des autorités britanniques, puisque nous sommes une ancienne colonie britannique et un dominion. Un dominion du Commonwealth. Oui. Eh bien, la fonction publique fédérale est extrêmement compétente. Alors, ça n'est pas étonnant de savoir que dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à l'ordre établi, qui menace le calme public, que la police s'inquiète et qu'elle infiltre les mouvements qui peuvent perturber l'ordre. Absolument. Et il faut savoir qu'on est en époque de pleine guerre froide depuis 1947, M. Devirieux. Les communistes sont l'ennemi à abattre. Ils ont été des alliés le temps d'une guerre. Ce fut très court, de courte durée. Mais là, maintenant, on s'observe comme des chiens de faïence. Les communistes d'un côté, les systèmes capitalistes de l'autre. Donc, on a des services d'espionnage qui sont très compétents, très effectifs. Oui. Très compétents et avec des gens extrêmement compétents. Et on sait, par des documents déclassifiés d'aujourd'hui, parce que les documents absolument sont gelés pendant 20 ans, puis René Lévesque est mort en 87. Ces documents ont été déclassifiés en 2007, 20 ans plus tard, et on a des informations qui ont filtré à l'effet que René Lévesque, qui avait une émission à Radio-Canada, qui est un collègue, Point de mire, une émission très, très percutante au demeurant, il est très, très pédagogue, avait été immédiatement surveillé par les Watchers de la Gendarmerie royale du Canada. Il était dans la mire.
Oui, Pierre Elliott Trudeau aussi, d'ailleurs. Et également aussi. Parce qu'il était soupçonné de gauchisme. Oui, il était allé à Cuba, il est allé en Chine. Et il y a un livre, d'ailleurs, qui est sorti, je pense, l'année passée sur... Deux innocents en Chine rouge. Deux innocents en Chine rouge. Alors, d'un côté, du point de vue américain, ça pouvait être perçu comme ayant des affinités avec les régimes socialistes, marxistes-léninistes. Alors ça, c'était une menace à l'extérieur, le communisme de l'extérieur. Mais il faut se souvenir aussi qu'il y avait des communistes au Canada. Il y a même eu des députés aux communes, des députés communistes aux communes. Alors, la police fédérale surveillait ces gens-là, bien entendu, puisque nous étions en pleine guerre froide avec l'Union soviétique. Absolument. Et le contexte étant ce qu'il était, il faut savoir que les agents de la GRC font aussi des surveillances de sécurité. Et aussi, ils ont des codes de sécurité. Alors, quand quelqu'un vient pour postuler pour un emploi dans l'appareil étatique fédéral, ils ont souvent une fiche. Il y a un dossier qui s'ouvre. Moi-même, en entrant à Radio-Canada, j'ai été soumis à une étude sur les dangers potentiels ou éventuels que je pouvais représenter. Et on pouvait vous poser des questions sur vos affiliances politiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais posé de questions, mais il y a quand même eu une enquête. Voilà. Et j'ai été déclaré persona grata et on m'a accepté à Radio-Canada. Donc, vous pouviez occuper cet emploi-là, vous ne causiez pas une menace pour la sécurité nationale. Parce que le mot-clé, c'est ça. Voilà. Êtes-vous considéré comme une menace pour la sécurité nationale? Donc, on remet les gens dans le contexte, c'est très, très important. Maintenant, dans les années 60, un peu partout dans le monde, sur le vieux continent en Europe de l'Ouest, mais aussi dans notre cour arrière, ce que les Américains appellent leur jardin privé, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y avait beaucoup de mouvements de libération. Il y avait beaucoup d'effervescence politique. Des fois, ça bardait pas mal dans certains pays. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, au Québec, il y avait deux mouvements nationalistes, le Rassemblement pour l'indépendance nationale et le Ralliement national. Et ces gens-là prônaient l'indépendance du Québec. Alors, bien entendu, immédiatement, ces deux mouvements qui ont fusionné ensuite pour former le Parti québécois étaient l'objet d'une surveillance continue de la part de la gendarmerie royale, et peut-être aussi de la part de la CIA, des Américains, qui évidemment, comme vous disiez, sont obligés de se préoccuper de ce qui se passe dans leur cour arrière. Oui. On sait aussi, par des documents déclassifiés, que les services secrets militaires du Pentagone avaient une espèce de projet militaire, un programme militaire très secret. Le programme militaire s'appelait Camelot. On sait, c'est documenté. Et juste pour un pays comme le Québec, il s'appelait Révolte. Et ça, c'est documenté. Un livre sorti, j'ai lu le livre, c'est passionnant, sur le fameux projet militaire Camelot qui a été mis en place justement au début des années 60 pour essayer d'étudier la réaction civile de la population qui se passerait dans un moment d'insurrection. Et on observait beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Donc ça, c'est déclassifié, ces documents-là, aujourd'hui. De toute façon, j'ai connu, à titre amical, un agent américain, un agent secret américain qui travaillait dans la région de Québec, sous la couverture d'un vendeur de manuels de niveau collégial et universitaire. Monsieur Noyes. Noyes, vous l'appelez, hein? C'est Claude Noyes, hein? Claude Noyes. Il s'appelle Claude Noyes, il est encore en vie. Et alors, il voyageait à travers tout le Québec pour colporter, pour vendre ses livres. C'était sa couverture. Et c'était une couverture. Absolument. Et ce monsieur Noyes m'avait dit, en temps normal, nous étions une douzaine d'agents secrets américains dans la région de Montréal, mais pendant la crise d'octobre, nous étions au moins 60. Il avait dit le fameux chiffre 60. C'est assez important, ça, là, ça parle, parce que si la CIA est 60, et la CIA, c'est les services secrets de l'oncle Sam des États-Unis, imaginons comment pouvaient être les hommes de la GRC. Ici, sûrement plus que 60. Mais on a une idée de chiffre, on a parlé d'un chiffre de 300 agents. Et donc, si on a 300 agents de la GRC, M. Devirieux, et on a 60 agents de la CIA, il faut dire que les Felkis sont entre bonnes mains. C'est-à-dire qu'ils étaient constamment surveillés, ils étaient constamment épiés, évidemment, leur téléphone était écouté, leur correspondance ouverte, etc. De toute façon, c'est tout à fait normal. Absolument, on s'entend là-dessus. Oui. Les pays démocratiques ont leur propre système de surveillance et d'espionnage, et ça se pratique. On ne sait pas des fois quel est le plus vieux métier au monde, la prostitution ou l'espionnage. Des fois, je pense que ça pourrait être l'espionnage. Je ne sais pas. Alors, il faudra en parler à certaines matarries de ce monde. Alors, toujours est-il que il faut savoir aussi, M. Devirieux, que dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dès 1947, des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada,
l'Australie. Ils ont signé une entente, un pacte, le pacte UQSA, United Kingdom USA, dans le cadre d'une surveillance avec le système qui s'appelait Échelon. Tous les pays de langue anglaise que vous venez de nommer étaient liés par cet accord qui prévoyait notamment une coopération de tous les instants, échange de renseignements et même échange de services. C'est-à-dire que un agent canadien qui se trouvait en poste en Égypte, par exemple, pouvait venir en aide à un agent américain si l'agent américain était en difficulté ou s'il avait besoin d'aide. Il y avait donc une collaboration tout le temps, là. Total. Continue, là. Total. Oui, absolument. Et on sait que la CIA n'a pas le droit d'espionner sur son territoire. C'est le job du FBI. Par contre, dans le cadre de cette entente-là, on demande à nos voisins du Nord, les Canadiens, les services secrets de la GRC, qui ont un homme de liaison au siège social de la CIA à Langley, en Virginie, et les gens de la CIA ont un homme de liaison ici à Ottawa, dans les quartiers généraux de la GRC, de faire la job pour la CIA et de remettre l'information collectée sur le terrain Absolument. aux autorités. Ça se fait depuis... Absolument, Alors, absolument. Quand j'avais fait un reportage sur la CIA, eh bien, on m'avait dit ouvertement... Dans les années 60? Dans les années 60, dans les années 70 peut-être. Chaque semaine, il y avait un camion. À l'époque, Internet n'existait pas. Il y avait un camion de documents qui partait d'Ottawa pour aller à Langley, pas loin de Washington, au siège de la CIA. Et inversement, un camion qui allait à Ottawa avec un chargé de documents, quoi, de documents secrets. Alors, échange de bons procédés à nos petits amis, justement, du service de renseignement. Bon, maintenant, on a le premier événement, bon, il y a des bombes qui sautent dans les années 63, et il y a une grosse rafle policière. Il va y avoir, je pense, corrigez-moi, parce que vous les avez couverts au point de vue médiatique, la visite de la reine, où on a appelé ça le samedi de la matraque, le premier. Oui, ça aussi, ça l'a bardé beaucoup. Oui. Il y avait de l'ébullition ici. Il y avait beaucoup d'ébullition. Arrive le fameux lundi de la matraque. Vous avez couvert. En 68, oui. Et ça, c'est exceptionnel, ça. Là. C'était pour la Saint-Jean-Baptiste. C'était la Saint-Jean-Baptiste 1968, qui était en quelque sorte l'apothéose de la campagne électorale de Pierre-Elliott Trudeau. Et évidemment, ça a mal tourné, quoi. Oui, ça l'a brassé énormément. Mais le lendemain, M. Trudeau se présentait au ballottage universel pour être élu le 25 de juin. Il était venu à Montréal. Oui, il était à Montréal. Il était pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, et les milieux nationalistes avaient considéré ça comme une insulte. Une provocation. Une provocation, oui. Et ils avaient protesté. Et il était... Et j'étais journaliste. Je couvrais la scène depuis une tour montée par Radio-Canada qui supportait ses éclairages, juste en face de la tribune d'honneur qui était sur le parvis de ce qui était à l'époque la bibliothèque municipale. Oui. Et à l'époque, M. Devirieux, est-ce que c'était la première fois qu'on couvrait d'un point de vue télévisuel le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à la télévision? Là, je pourrais pas vous répondre. OK. L'autre chose, c'est assez exceptionnel qu'on a un dignitaire d'Ottawa qui était présent. C'était pas fréquent, ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était prévu ou si c'était exceptionnel, mais toujours est-il que ça a été considéré comme une provocation par les milieux nationalistes québécois. Exact. L'autre chose, oui, je pense qu'il y a un sous-marin qui est passé. Non, la fenêtre est fermée, mon cher. Tu peux aller voir, mais... Alors, cher auditeur, ne vous en faites pas. Ça fait partie, en fin de compte, des impondérables. Monsieur Devirieux, à cet événement-là, du 24 juin 1968, il y a deux individus qui vont se rencontrer et qui vont devenir copains-copains, qui vont se ramasser dans une boîte à salade. C'est Jacques Langto et Paul Rose. Oui. Qui se rencontrent à ce moment-là. Oui. Et ces gens-là vont former deux cellules une seule au début. Une seule au début. Une seule au début, puis ensuite elle se scindait en deux parce que il y avait des dissensions entre les camarades de Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et puis Bernard Lortie, et puis la cellule des Langto, qui étaient des gens issus de milieux aisés, alors que les premiers étaient issus de la rive sud, de Ville-Jacques-Cartier, qui était beaucoup plus populaire, beaucoup plus prolétaire. Plus prolétaire. Et Jacques Cartier, aujourd'hui, s'appelle Longueuil. C'était ça. Ça s'appelait comté de Jacques Cartier, mais c'est Longueuil. Aujourd'hui, c'était sur la rive sud, la couronne sud de l'île de Montréal. Maintenant, on a vu dans un reportage de Guy Gendron, d'ailleurs, auquel vous avez participé à l'émission Tout le monde en parle, vous avez vu à la télévision, M. Devirieux, on a vu qu'à l'époque, quand vous avez couvert les événements de 24 juin 1968, vous avez vraiment dit ce que vous avez vu
du rôle des policiers qui chargeaient la foule. On est un peu loin de la crise d'octobre. Oui, je m'en viens, mais c'est juste mettre la table. C'est-à-dire que la police n'était pas préparée à faire face à des manifestations populaires de cette ampleur. Et il n'y avait pas d'escouade anti-émeute. Et les policiers ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont, en l'absence de formation professionnelle, ils ont foncé dans la foule et ils ont transformé un incident, parce que finalement le groupe des séparatistes qui entouraient Pierre Bourgault se limitait à 200 ou 300 personnes, alors qu'à la fin, la police ayant foncé dans la foule et matraquant à peu près tout le monde, ils ont provoqué une émeute générale. Il y avait 2000 personnes qui se battaient contre la police. Voilà. Et ils avaient aussi, on a vu des gens soulever Pierre Bourgault. Et l'un des effets positifs, d'ailleurs, du 24 juin 68, ça a été la décision du gouvernement québécois de former une escouade anti-émeute de façon professionnelle. Maintenant, après les événements qui ont été vraiment très violents du 24 juin 1968, le lendemain, Trudeau est élu avec une grosse majorité. Et là, on va tout simplement voir arriver une forme de ligne dure par rapport à la province récalcitrante du Québec. C'est-à-dire que Pierre Elliott Trudeau était anti-nationaliste. De par ses origines familiales, de par son éducation, de par son caractère, on va pas se mettre à faire de la psychologie, mais il était antinationaliste et il méprisait un peu les Canadiens français, parce que ça représentait son père, qui était lui-même un homme d'affaires canadien-français, un peu rustre, à moitié anglicisé, et il les considérait un petit peu comme des cultivateurs, comme des pegnos, on dirait les Français, voyez-vous, et ensuite, il s'inquiétait beaucoup de la montée du nationalisme. Et dès 1968, dès son accession au pouvoir, il avait imaginé de museler les médias québécois en présentant un projet de loi qui permettait d'imposer la loi des mesures de guerre qui s'en vient. Oui, en temps de paix à tous les médias québécois. Quoi. Il avait imaginé ça, quoi. Oui. Et devant lui, au Québec, en 68, arrive également, il a quitté le Parti libéral, M. Pierre-René Lévesque. René Lévesque. Il arrive avec une nouvelle formation politique. Oui, le Parti québécois dont on parlait tout à l'heure, issu de la fusion du Ralliement national et du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Exactement. Donc là, la table est mise. Là, c'est que de dire, la table est mise. Il y a eu des grèves violentes. On sait, à la Murray Hill, ça a été très violent. On sait, il y a eu mort d'homme qui a aussi déterminé des vocations, parce que Carbonneau, qui faisait Marc Carbonneau était à la manifestation de Murray Hill en 1969, et il avait reçu une décharge de fusil à plomb, et l'encto aussi. Dans les fesses. Et évidemment, quand on reçoit une cartouche pleine de petits plombs pour la perdrix, dans les fesses, c'est bien... Ça marque. Ça marque et on s'en souvient pour longtemps. On peut comprendre. Oui. Donc, on est en 69 et là, on sent que, d'ailleurs, en Europe, il y a eu mai 68, les révolutions étudiantes et tout ça. Le contexte est en ébullition. On s'entend. Et ici, bien, il y a des personnes qui trouvent que l'histoire ne va pas assez vite. On va aller à une pause musicale. On arrive à l'année 70, l'année de la grande fracture sociale, où on va connaître à l'automne, en octobre 70, la fameuse crise d'octobre. La fuite, c'est ça, la fuite au Texas. Hein, monsieur Devillon, on va parler de ça avec les Felkis qui ont fait une petite fuite, petite virée au Texas le 25 septembre 70. C'est-à-dire qu'on devrait commencer à parler de la préparation dès 69. Dès 69. De la préparation du point de vue gouvernemental. Absolument, c'est ce qu'on va faire dès le retour de la pause avec mon invité, M. Claude-Jean Devirieux. Alors, je suis toujours en studio ici pour la première de 4 spécial octobre, 40 ans plus tard, la crise d'octobre 1970. J'ai avec moi en studio M. Claude-Jean Devirieux, qui a été, on peut dire, reporter. C'était ça, journaliste, reporter à Radio-Canada. Donc, de 1956 aller jusqu'à 1986. Inclusivement. Et tout de suite après, vous avez parti votre propre boîte de communication. C'est ce que vous me disiez. Et puis qui est toujours active. Elle existe toujours. Alors, il n'y a pas eu de temps mort pour vous. Non. Pas de chômage. En plus, vous donnez une petite formation ici à UHC. J'ai une charge de cours à Polytechnique. Alors, ce monsieur-là, il est en forme et vous voulez pas nous dire votre âge à la radio? Oh, je peux le dire. J'ai 79 ans. 79 ans, eh bien, chapeau bas, parce que vous avez une mémoire phénoménale, monsieur Devirieux. Je peux avoir le quart de ce que vous avez à votre âge. Je vais être très heureux de ça. Monsieur Devirieux, on revient avec l'année. L'année 69, c'est une année de préparation pour le gouvernement fédéral.
Oui, alors il y avait eu une montée du nationalisme, il y avait eu quelques explosions de bombes de la part du Front de libération du Québec, et dès le mois de décembre, le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, a songé évidemment à une contre-offensive. Et le 17 décembre 1969, à Ottawa, il a envoyé une directive à la Gendarmerie royale du Canada, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour contrer cette montée du nationalisme et cette montée du terrorisme urbain. Exactement. Par le Front de libération du Québec. Ce qu'on appelle souvent la guérilla urbaine. La guérilla urbaine, voilà. Alors, au mois de janvier, le 5 janvier 1970, le comité du cabinet sur la sécurité et le renseignement s'est réuni à Ottawa de façon à mettre au point un plan. Et ce plan a été ensuite transmis à la GRC et à l'armée canadienne. Très important, là, parce que l'armée canadienne est impliquée. Oui, bien sûr. Alors, pour la mise en œuvre de ce plan. Exactement. Un an avant, on est en 69, là. Puis là, on a rappelé ça. Non, on est en 70. Au début de 70, je sais, mais début 70, là, la première missive a été donnée à la fin de l'année 69, comme vous dites, le 17 décembre. Puis là, il y a une réunion qui vient de faire en début de l'année 70. Et d'ailleurs, au mois de mai, c'est tout ça pour prouver que la crise d'octobre n'est pas née spontanément. Voilà. Ça n'a surpris personne. Voilà. Au mois de mai, le 17 mai 1970, il y a une réunion d'un comité interministériel à Ottawa pour étudier l'éventualité de la mise en œuvre de la loi sur les mesures de guerre. Voilà. Alors, c'est quand même 6 mois avant la crise d'octobre. Et on peut dire qu'il y avait des grosses pointures à ces réunions-là qui était présent. L'homme de toutes les occasions, qui était le bras droit de Pierre Trudeau, c'était Marc Lalonde. C'était Marc Lalonde. Qui était omniprésent, l'avocat Marc Lalonde, omniprésent. Il y avait M. Starnes, la GRC, qui était omniprésent. M. John Kenneth Starnes, très, très influent personnage. On avait aussi le solliciteur général. On avait M. Jean-Pierre Goyer. Non, Est-ce qu'il n'était pas là, celle-là? Il n'était pas encore solliciteur il n'était pas nommé, général, non. Il semblait. C'était son prédécesseur, dont j'oublie le nom. Jean-Pierre Goyer a été nommé solliciteur général. Donc, pour nos auditeurs, il faut rappeler que le solliciteur général est le ministre de tutelle de la Gendarmerie royale du Canada. Il a été nommé au début de l'année 71. Donc, c'est ça. Mais il était donc quand même dans les parages. Il était dans les parages, effectivement. Et il y a une chose... Je pense qu'il était secrétaire parlementaire de Pierre Elliott Trudeau. Je ne me souviens pas. Je voudrais pas trop m'avancer. Il était peut-être proche du conseil privé de M. Pierre Trudeau. On s'entend que le conseil privé, c'est juste à côté du bureau du premier ministre. Alors, c'est très proche. De toute façon, ces documents-là, M. Deverieux, on le sait, ça a été déclassifié. Et on a la liste des participants. Et vous l'avez, je l'ai, moi aussi, je l'ai. Est-ce que je reproche à ceux qui ont publié des articles dans les journaux... Dernièrement, ou qui ont fait des émissions comme Guy Gendron à Radio-Canada, eh bien, ils n'ont pas assez insisté sur la préparation, la planification de la crise d'octobre. Oui, mais êtes-vous surpris? Non, je ne suis pas surpris, mais enfin, je le signale. Monsieur Deverieux, vous étiez vous-même invité à l'émission Guy Gendron, à Tout le monde en parlait. Et vous-même, vous avez parlé à Monsieur Guy Gendron, vous avez dit, moi, j'ai beaucoup bossé sur cette crise-là, et voici peut-être, je sais pas, les conclusions auxquelles je suis arrivé. Il vous a dit que ça tenait pas la route. Oui, ça tenait pas la route, bien sûr. La version officielle, c'est quoi? C'est que les forces policières n'étaient pas préparées. Oui, et que tout le monde a été pris par surprise. Et que tout le monde a été pris par surprise. Et que Ottawa n'avait rien planifié. Oui. Et que seulement qu'un noyau dur de 12 Felkis, dès 69, ont pris par surprise 60 agents de la CIA, 300 agents de la GRC, sans compter la section antiterroriste de M. Julien Giguère de la police de Montréal, et sans compter les forces spéciales de la Sûreté du Québec. Ça fait beaucoup de monde pour 12 Felkis. Ça fait vraiment beaucoup de monde, oui. Vous ne trouvez pas, vous? Alors, on pourrait en conclure que tous ces gens que vous venez de nommer étaient des innocents absolument incapables et incompétents. Ce qu'ils n'étaient pas. Pas du tout. On s'entend là-dessus, mais c'est l'image qu'on a voulu donner, et ça, c'est la thèse officielle. Alors, j'ai moi aussi visionné les 2 documentaires de Tout le monde en parle, et j'en suis laissé sur mon appétit. Bon, maintenant, on a donc cette réunion secrète qui se déroule en mai 1970. Faut savoir, M. Deverieux, c'est très important, vous vous en rappelez, formellement que vous l'avez couvert, à titre de reporter journaliste à Radio-Canada, il y avait eu une première tentative d'enlèvement par Jacques Langto en février 70. Oui. Contre un diplomate israélien. Moshe Golun. Oui. Et puis aussi, ils avaient un projet d'enlever un diplomate américain. Le consul des États-Unis. Absolument. Oui. Ils font une première tentative d'enlèvement. Oui. Ils ont une espèce d'immense panier dans leur fourgon, dans leur camion, et ils se font arrêter en pleine rue
sur l'île de Montréal avec une espèce de document à remettre aux médias. Hein. Tout était préparé. Tout était préparé. Et ils se font arrêter par la police. Ils se font arrêter par la police, puis ils ont été relâchés, je crois, enfin. Et ils ne gardent pas Jacques Langto. Oui. Ils le relâchent et lui s'en va dans le clandestinité. Oui. Alors ils le relâchent. Pourquoi? Parce que pour pouvoir mieux le surveiller. C'est toujours le modus operandi. La police, on le sait que c'est comme ça. Ils fonctionnent tout le temps comme ça. À partir du moment où ils l'ont arrêté, ils l'ont fiché, tout ça, puis ils l'ont surveillé pas à pas. C'est ça. Parce que ce que les professionnels de la filature appellent des watchers. Des watchers, j'allais justement le mentionner. Il faut savoir que la GRC est richement dotée, bien équipée. Et quand il y a une surveillance qui se fait avec les watchers, ils ne sont pas seulement qu'un ou deux hommes. Souvent, ils sont 5-6 voitures qui se relaient. Oui. Et ils sont en contact permanent. Alors, il faut le comprendre. C'est pas la GRC qui a inventé ça, c'est nos bons maîtres britanniques. Hein? Mais de toute façon, ça se fait depuis des siècles. Ça se fait depuis des siècles. On s'entend là-dessus. Le chevalier d'Éon, c'était sous Louis XV. C'est en plein ça, je t'en tire pas votre avis. Chose certaine, c'est qu'il y a eu cette réunion du 15 mai et arrive au juin de 70. Et là, il y a une autre tentative d'enlèvement en juin par le frère de Jacques Langto, François Langto. François, oui. Et qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, les policiers parviennent à déjouer. Oui, absolument, oui. Mais je me souviens plus si François Langto, par exemple, peut-être vous le savez, a été relâché ou s'ils l'ont gardé. Non, ils l'ont gardé. Il faisait partie des 25 Felkis que les cellules de Jacques Langto Paul Rose voulaient faire libérer. Donc, il y avait le frère qui était en dedans, qui était à l'ombre. Mais lui, ils l'ont gardé. Ils l'ont mis au frais. Oui. Alors, Jacques Langto était dans la clandestinité. Donc, là, maintenant, on est en 70. Il y a deux formules qui se forment. Deux cellules qui se forment là. Alors, il y a eu une dissension entre les gars issus de Ville-Jacques-Cartier, donc de la Rive-Sud, c'est-à-dire Paul Rose, son frère Jacques, Francis Simard et Benoît Lortie. Bernard Lortie. Et puis les Langto, qui représentaient une petite bourgeoisie aisée, alors que les autres représentaient le prolétariat de la Rive-Sud. Donc, on crée pour Jacques Langto la cellule Libération. Oui. Et puis, pour le clan Rose, c'est la cellule financement chénier. C'est très important, et vous le dites bien dans un document que vous m'avez fait venir cet été, c'est cellule de financement. Pourquoi ils ont besoin de financement? Parce qu'ils attaquaient des caisses populaires, des banques, et puis ils ramassaient de l'argent. Ils avaient même attaqué la caisse populaire de l'Université de Montréal. Absolument. D'ailleurs, et puis ils avaient des sous. Ils avaient attaqué celle de Saint-Calixte dans le Nord. Ils avaient attaqué celle de Mascouche, je crois. Et puis il y avait eu un mort, d'ailleurs, lors de la tentative de hold-up de la... Parce que ça prend des sous pour faire le genre d'opération qu'ils voulaient faire. Et c'est des gens qui étaient assez paumés, merci. Donc, ça prenait justement des hold-up. Des vols, réappropriation. Comme ils disent. Donc, durant l'été 70, là, les choses commencent à se mettre en place, mais il faut savoir une chose. Paul Rose a une voiture Chevrolet verte qui est un ancien véhicule de taxi. Cette voiture-là est fichée par les gens des services secrets, on le sait maintenant, depuis 1968. La fameuse plaque 9J2420 est connue, M. Devirieux. Vous le savez aussi. Vous avez fait vos recherches. C'est connu. La Renault Rouge de Jacques Cossette-Trudel, qui faisait partie de la cellule Libération, mais qui était le chauffeur attitré de Paul Rose, ça aussi on le sait maintenant, était fichée. Et on sait également que la voiture de de la mère de Paul Rose, Claire Rose... Rose, elle s'appelle. Rose, pas Claire Rose, Rose, vous avez raison. C'est une Ram bleu jaune, elle était aussi fichée. Alors, ils ont des véhicules que, dans le jargon des forces policières, on appelle les véhicules brûlés. Ça, c'est très important. Et ces gens-là se promènent avec ça. Et tous leurs coups de téléphone étaient enregistrés, enregistrés, enfin bref, quoi. On s'entend là-dessus. Maintenant, puis en plus de ça, il y avait les services secrets, on avait incendié leur repère, c'était leur grange. On avait incendié leur grange. Tard, c'est en 70, je pense que c'était au mois d'août. Hein? Peut-être, oui. Juste avant la crise d'octobre. C'était en août, on avait incendié. Donc, il y avait un endroit qui n'avait plus. Oui. Il n'y avait plus cet endroit-là. Oui, il n'y avait plus d'endroit pour se réunir. Et c'est pour ça qu'ils sont allés se réunir dans la maison de la rue Armstrong. Voilà. Qui était évidemment... maison que Paul Rose avait louée. Qui était évidemment truffée de micros. Et puis, même la police occupait la maison voisine qui était aussi... C'est ça que vous avancez. Puis même l'auteur romancier Louis Hamelin a mentionné ces choses-là. Il a été tourné en dérision. Oui. Et vous, pour qu'est-ce que vous savez, c'est que le 56 Armstrong à Saint-Hubert,
C'était une maison louée par Paul Rose, c'est un nom d'emprunt, où on a détenu Pierre Laporte lorsqu'il a été kidnappé le 10 octobre 70. Cette maison-là était déjà brûlée, connue. Et puis, il faut dire aussi que les 2 cellules étaient déjà infiltrées par des taupes de la GRC. Par exemple, dans la cellule Libération de Jacques Lanctot, eh bien, il y avait Nigel Hammer, qui était soi-disant un étudiant révolutionnaire de McGill, donc un anglophone, et qui... Le seul anglophone du groupe. Le seul anglophone du groupe, et qui n'a jamais été inquiété pendant toute la crise d'octobre, qui a continué à faire le va-et-vient, qui transportait les communiqués, qui amenait de la nourriture, etc. Il était même été chercher les médicaments du M. Cross. Pendant la séquestration de M. Cross, et qui a été arrêté, finalement, des années plus tard, sur les instances d'un de mes amis, qui évoluait entre le barreau et qui évolue entre le barreau et la police secrète, qui a dit mais arrêtez-le, c'est quand même trop visible. Ça apportait quelques suspicions, le fait qu'on avait déporté à Cuba toute la cellule Libération de Jacques Lanctot, sauf Nigel Hammer. Lui, il n'avait même pas été... Non, il n'avait pas été touché, il n'a jamais été inquiété, jusqu'en 1980, quand mon ami... il y a eu des pressions journalistiques. Il a dit, écoutez, arrêtez-le, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop voyant. Voilà. Là, maintenant, M. Devirieux, on a la cellule Libération qui a un endroit, c'est sur la rue des Récollets à Montréal-Nord. Elle a son pied à terre, ça cache, on peut dire. Mais encore là, ils sont suivis, ils sont watchés par les watchers de la GRC. Encore une fois, de dire que la police n'est pas prête, c'est un leurre. C'est une duperie. D'ailleurs, peu de temps après, quelques années après, j'avais rencontré des policiers de la police de Montréal-Nord. À l'époque, il y avait une police municipale à Montréal-Nord, et qui m'ont dit, mais on savait très bien où M. Cross était séquestré. On le savait très bien, mais la GRC nous avait dit, ne vous occupez pas de ça. C'est pas votre dossier. C'est pas votre dossier. Vous en mêlez pas, effectivement. Pour ce que vous savez. Oui. Et on avait du côté de la cellule de financement Chénier, le 5630. Il faut même dire que la copine de Paul Rose, elle avait un appartement sur Queen Mary. Cet appartement-là, juste en avant du musée de tir, c'était connu aussi des policiers. On s'entend là-dessus. Et là, maintenant, la thèse de M. Guy Gendron, elle est très importante et on va y revenir tantôt. L'émission Tout le monde en parle. Il est arrivé avec une nouvelle thèse 40 ans plus tard pour nous expliquer la présence d'un oreiller dans la valise de char. Mais ça, on va se garder ça. Mais ça, on va garder ça pour tout à l'heure. Là, il faut ça, c'est un punch. Exactement. De M. Cross. Exactement. Là, on a donc ces quelques caches-là. On s'entend-tu, M. Devirieux, qu'ils n'en ont pas 10 caches? Non. Ils en ont juste quelques. Il faut savoir une autre chose. La maison du pêcheur, en Gaspésie, où se réunissaient aussi les Felkis, c'était truffé de micros, puis il y avait eu là-bas... elle avait été détruite. Il avait été la deuxième maison du pêcheur, etc., dont le dernier propriétaire était un dénommé Jean Magnier, mais ça, on va y revenir Exact. Et il est très important de mentionner qu'à la maison du pêcheur en Gaspésie, il y a une jeune femme qui était un peu contestataire, qui est allée faire un tour là-bas, c'est Susan Cross. Alors, Susan Cross était une jeune fille, c'était la fille de M. James Richard Cross. Elle fréquentait des milieux un peu contestataires qui se réunissaient dans un bar de la rue Crescent à Montréal, où elle a d'ailleurs rencontré Jacques Lanctot et compagnie. Et donc, elle était familière de ce milieu-là. Son mari était un Hongrois. Le bar, c'est le Prague. Le Prague, oui. Alors, quand j'ai enquêté quelques années plus tard, en 72-73, j'ai retrouvé dans les archives du journal quotidien La Presse une photographie où on voyait une jeune fille qui était la sosie de Susan Cross, mais elle avait des lunettes, alors qu'au moment de la crise d'octobre, en octobre 70, elle avait plus de lunettes. Mais ça, on pourrait y revenir aussi. Oui, absolument, parce que c'est loin d'être anodin. La fille du délégué commercial de Grande-Bretagne, Susan Cross, qui fraye avec quelques révolutionnaires. Oui, et M. Cross lui-même était évidemment un correspondant des services secrets britanniques, comme tous les gens qui travaillent dans ces délégations commerciales ou dans les consulats, etc. Il y a toujours une antenne des services secrets. Absolument. Et là, il faut le dire, lui, il était logé sur Red Pat Crescent. On appelle ça la rue des dignitaires. C'est très cossu comme maison que là-bas. Et cette rue-là, souvent, est très surveillée. On s'entend là-dessus. On n'arrive pas là comme on rentre d'un dépanneur. Ça, il faut bien s'y comprendre. Parce qu'il y a des grosses pointures qui résident là. Maintenant, on sait, c'est documenté, c'est déclassifié, l'escouade des Dirty Tricks, l'escouade des coups tordus. Et à la tête de ça, on a monsieur Donald McClary, on a M. Starnes,
On a des personnes... Stern était à Ottawa. Était à Ottawa et puis supervisait un peu tout ça. Un peu tout ça, effectivement. Mais M. McClary relevait de Stern, il était en ligne directe, en ligne droite, et voilà. Et il y avait une équipe d'hommes assez aventureux, M. Donald McClary. Oui, bien sûr. Et ils ont incendié la grange des Felkis pour les empêcher, en prétextant qu'il y avait une réunion avec eux des Black Panthers américains. Il n'y a jamais eu de preuve de ça. Le fameux auberge du pêcheur, la maison du pêcheur Gaspésie, détruite, la même chose. Et on avait aussi à Sainte-Anne-de-la-Rochelle une prison du peuple qu'on voulait installer dans un autobus jaune enfoui sous terre, apparemment. La prison du peuple. Voyez-vous ça? Ça, c'était les Roses qui voulaient faire ça. Donc, là, maintenant, on a l'automne qui arrive, Monsieur de Virieu. On va aller une pause et puis là, on va parler justement de l'enlèvement de l'enlèvement. Là, on est rendu là, il faut parler. Puis, il faut... Ah non, on a jusqu'à 10h30. Ah non, inquiétez-vous pas avec ça, on a du temps en masse. Tout est planifié, M. de Virieu. On pourrait faire une émission de 4 heures, puis ça serait aussi passionnant. Et ceux qui ont regardé les documents d'archives qu'il y a eu à Radio-Canada sur le 15 octobre, on a pu voir M. de Virieu plus jeune, évidemment, dans les années 60. Moi, je vous ai vu alors que vous parliez et vous avez, avec beaucoup d'émotion du lundi de la matraque et vous étiez... on voyait que ce que vous aviez vu vous avait choqué. Et vous aviez eu une réprimande de vos autorités de Radio-Canada pour avoir peut-être laissé filtrer trop d'émotions. Ça me rajeunit. Ça vous rajeunit. Et M. de Virieu a quitté l'enceinte de Radio-Canada en 1986 pour avoir sa propre firme boîte de communication à lui et qu'il a toujours depuis 87. Voilà. Maintenant, on est rendu maintenant à l'automne, septembre 1970. Il y a un événement important que le journaliste Bernard de Rome, en passant Bernard de Rome, vous étiez là avant lui, et arrive dans l'événement de la 15 octobre, il commençait le jeune. Absolument. On le voit avec vous, il est tout jeune, il est tout... Et vous aviez déjà en 70, 14 ans d'expérience dans la boîte. Absolument. Alors, vous avez été un peu son... C'est-à-dire qu'avant qu'il entre au service des nouvelles, nous avions dîné ensemble. OK. Bon. Alors, il a fait ses premiers pas en compagnie de Claude-Jean de Virieu. Il a fait ses premiers pas tout seul, quand même. Tout seul, quand même. Très bien. Alors, la semaine passée, vendredi passé, Bernard de Rome interviewait dans le cadre d'une émission octobre 70, 40 ans plus tard, Paul Rose. Paul Rose, dans le documentaire, avoue que le 25 septembre 1970, lui, son frère Jacques Rose, Francis Simard, de la cellule de financement Chénier, ainsi que sa sœur, je pense que c'est Claire, en tout cas, ou Lise, et la mère. Ils sont allés faire une virée dans quel État américain? Au Texas. Alors... c'est assez troublant. Moi, j'interprète la chose comme de la façon suivante. Ouais. L'enlèvement de M. James Richard Cross était planifié et par la cellule Lanctot, par la cellule Libération, et on voulait écarter de la scène les frères Rose, qui étaient considérés comme trop purs, trop intransigeants d'une part, et on les a envoyés. On les a éloignés, volontairement. On les a envoyés loin, au Texas, soi-disant sous le prétexte de chercher des armes et de l'argent. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Hein? C'est ce qu'ils ont toujours dit. Malheureusement, de l'argent, ils en avaient, ils faisaient des hold-up. C'était de plus en plus difficile, d'accord? Oui. Et puis des armes, on pouvait s'en procurer n'importe quand sur la RIC-REC, dans ce qu'on appelle vulgairement les pawn shops. Les armes étaient en vente libre. Et il y avait eu déjà beaucoup de hold-up d'armes dans International Firearms. C'était connu dans les années 60. Et il y avait eu même des vols d'armes dans les casernes militaires. Absolument. Alors, la question à 100 points, c'est que Paul Rose, vendredi soir à Bernard de Rome, dit « Oui, on est allé chercher des guns. Ben, plus que qu'est-ce qu'on avait là. Oui, mais pour combien d'hommes avaient-ils besoin de guns? Ils étaient combien dans cette cellule? Ils étaient au grand maximum une dizaine, quoi, avec les auxiliaires. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est dur de accepter. Alors qu'on pouvait trouver des fusils de chasse qu'on peut tronquer, dont on peut scier le canon et puis couper la crosse de façon à en faire une arme d'assaut. Voilà. Donc, ils s'en vont là-bas au Texas. On sait aussi, parce qu'il a agi... Et pour éviter les soupçons, ils avaient emmené leur maman. La mère Rose, et puis sa sœur. C'était Lise Rose. Lise, oui, c'est ça. Moi, je dis Lise ou Claire, mais peut-être vraiment c'est Lise, de mémoire. Toujours est-il que le véhicule qu'ils ont pris, parce qu'il fallait quand même qu'ils se déplacent dans un véhicule, on a pensé
que c'était la Chevrolet verte, qui était l'ancienne voiture de taxi, qui a été immatriculée 9J2420. Et apparemment, c'était la Rambler jaune de la maman. De la maman, mais oui. cette voiture-là également aussi était fichée, était connue. Elle devait être connue de la selon ce que m'a dit M. Donald McClary, ces véhicules étaient connus. Bon. Alors, quand tu passes aux douanes, habituellement, M. Devirieux, c'est connu que ça laisse des traces. C'est clair. Hein? Tout ce que je sais, moi, tout ce que je sais de la crise d'octobre, c'est que le matin du 5 octobre, on m'a appelé d'urgence pour me rendre devant la résidence de James Richard Cross, où il y avait d'ailleurs absolument rien à voir. Il n'y avait rien à voir, sauf que les autorités policières, eux autres, alors là, arrive le jour fatidique du 5 octobre. Les felkistes de la cellule de financement chénier sont au Texas, à Dallas, plus précisément. C'est la cellule Libération avec Jacques Langto, Marc Carbonneau, il y a Jacques Cossette-Trudel là-dedans, il y a sa sœur Louise Langto qui est là-dedans également, il y a Nigel Hammer, et Nigel va être présent sur la rue Red Paterson pour aller kidnapper monsieur le délégué commercial. C'est pas un ambassadeur, c'est un délégué commercial, monsieur James Richard Cross, qui au demeurant est un agent du Military Intelligence 5, on le sait aujourd'hui. Et qui était certainement d'accord pour se faire enlever de façon à rendre service à la GRC en vertu du fameux accord liant tous les services secrets des pays anglo-saxons. Depuis 1947, on l'a expliqué en début d'émission très bien, et les deux premières tentatives, c'était pas le bon candidat. Là, maintenant, on a amené nos amis vers le bon candidat. Et nos amis de la cellule Libération ont pensé qu'ils innovaient, qu'ils improvisaient et qu'ils prenaient de court. Alors qu'en fait, ils étaient télécommandés. Bon, alors c'est le matin du 5 octobre 1970. Ces felkistes-là de la cellule de libération de Jacques Larteau se présentent là avec des cagoules, des masques en tout cas, et on va chercher M. James Richard. Parfait, ça c'est réglé, on s'entend là-dessus. Maintenant, ils partent dans une voiture, mais vous avez eu une information. Alors, il est important de dire, y avait-tu quelqu'un qui suivait? J'ai eu une information, c'est la suivante. Voilà. Un enseignant de Pointe-aux-Trembles m'a dit, j'ai un de mes élèves qui fait une espèce de crise, son père est policier, et voilà ce qui s'est produit. Il fait une crise? Oui, il faisait une crise. Il s'est confié à son professeur principal, à son maître principal. Okay. Il s'est confié parce qu'il avait des petits problèmes avec ses parents. Okay. Et son père était policier, motocycliste. Et le long de la rue Sherbrooke, avant de tourner à gauche sur Saint-Denis, il suivait la voiture des frères Langto. Avec l'otage. Avec Cross à l'intérieur, couché entre les deux sièges. Et il dit il aurait dit au quartier général, dans sa radio, j'ai trouvé la voiture des ravisseurs et je la suis. Et on lui a dit, c'est une erreur, abandonnez la poursuite. On lui a donné un ordre. Et ce policier-là en faisait une maladie après, et il en a parlé le soir au souper. Et c'est comme ça que moi j'ai su la nouvelle par l'intermédiaire du fils et du professeur principal du fils. Voilà. Cela dit, j'ai rencontré ce policier, encadré par 2 officiers supérieurs, et il a tout nié évidemment. Là, il n'a pas voulu avouer. Mais ce ne serait pas étonnant que la voiture ait été filée depuis le début. Parce qu'ils avaient fait l'enlèvement dans un taxi qui avait été volé. Exactement. Ils ont laissé le taxi et ensuite ils ont transféré M. Cross dans une autre voiture. Dans une autre voiture. Là où les attendait Jacques Cossette-Trudel. Exactement. Là où les attendait Jacques Cossette-Trudel, effectivement, dans un autre garage. Ils ont fait le changement et puis Marc Carbonneau est allé reporter la voiture de taxi parce qu'il était chauffeur de taxi. Je voudrais signaler qu'ils ont emmené James Richard Cross dans l'appartement de la rue des Récollets et mes informations d'après des policiers de la police de Montréal-Nord, voulait que la GRC avait éjecté, évincé les locataires au-dessus. Les locataires de l'appartement d'au-dessus et étaient là-dedans et ils écoutaient tout ce qui se passait. Ils entendaient tout ce qui se passait. Et ça m'a été confirmé également par une source au niveau de la GRC. Ils avaient aussi un poste d'observation de l'autre côté de la rue. Peut-être. Et quand j'ai voulu rencontrer les locataires d'en haut, qui avaient été évincés, eh bien, j'ai été reçu par un vieux monsieur qui, dès qu'il a su que j'étais journaliste, m'a repoussé violemment et m'a fermé la porte au nez, parce qu'il avait reçu sans doute la consigne de ne rien dire du fait qu'il avait été logé dans un hôtel. Où on avait acheté son silence. C'est typique des services secrets. Écoute, tu t'en vas, on te donne temps, et puis... Quoi qu'il en soit, la police savait très bien. Où était la cachette? Police fédérale, oui.
Et puisque les gens de la police de Montréal-Nord le savaient aussi. Oui. Les gens de la police fédérale savaient très bien où était caché M. James Richard Cross. Voilà. Et il y avait évidemment Nigel Hammer et puis Cosette Fidel qui faisait, et la sœur de Lanctot qui faisait le va-et-vient entre le centre-ville et puis cette cachette-là, cet appartement-là à Montréal-Nord, et qui était suivi par la police quotidiennement. Voilà. Alors, des membres de la cellule qui sortaient de ce repère de la rue des Récollets à Montréal-Nord, il y avait Nigel Hammer. Le monsieur Cross, l'otage, il y avait des problèmes, je sais pas, de tension, il avait besoin de médicaments. Alors, c'est Nigel Hammer qui a été celui qui est allé se procurer des médicaments. Et ce monsieur-là était suivi continuellement. Là, la question a 1 million de points, et ça, j'ai jamais pu avoir de confirmation. Est-ce que Nigel Hammer était un agent simple ou un agent double? Est-ce qu'il avait comme agent source et la GRC et la section antiterroriste de la police de Montréal, qui était dirigée par M. Julien Giguère? Tout ce que je sais, c'est que les gens du FLQ ont longtemps nié qu'ils avaient été télécommandés, mais dans un courriel de Jacques Lanctot, il y a 2 ans, à un avocat, a déclaré s'il y avait une taupe chez nous, c'était Nigel Hammer. C'était l'anglophone. Effectivement. Donc, on a l'enlèvement qui se fait le jour du 5 octobre. On va émettre le communiqué officiel et puis on demande aux autorités de lire. C'est votre collègue, Gaëtan Montreuil, qui va lire. Parce que le FLQ avait demandé que ce soit moi. Et vous avez demandé que ce soit vous. Hein? Et puis, la direction de Radio-Canada n'a pas voulu que ce soit moi, parce qu'ils se sont dit, Claude-Jean Devirieux est trop émotif, et il va se laisser émotivement embarquer par le contenu du manifeste du FLQ. Alors on va prendre une voix neutre, celle de Gaëtan Montreuil. OK, voilà, à l'interne, ça, on la connaissait pas, celle-là. Alors on l'apprend 40 ans plus tard. Eh bien, et Gaëtan Montreuil a passé à l'émission Tout le monde en parlait il y a 2 semaines, et il disait qu'il avait été très ému, mais il n'a pas laissé paraître en faisant la lecture du manifeste du FLQ, parce que lui, il venait de Saint-Henri, et ce que disait la lettre, lui, il l'avait vécu de plein front. Alors, c'est assez... Il est toujours en vie, ce M. Gaëtan Montreuil, et il a l'air quand même très en forme. Alors, donc, on a les Felkistes qui apprennent, alors qu'ils sont sur leur chemin du retour de Dallas, Texas. Oui, vous voulez parler des Felkistes Charles Rose, la cellule de financement Chénier. Qu'ils apprennent par la radio qu'il y a eu un enlèvement à Montréal, l'enlèvement de James Richard Cross, et ils se disent ils nous ont pas attendus, il faut rentrer vite à Montréal pour les aider. Pour les aider, effectivement. Et là, quand ils arrivent, eux autres, le 8 octobre 1970, ils vont aller rester dans un motel sur le boulevard Tachereau, parce qu'ils n'ont pas de cachette officielle. Et s'ils avaient tant de cachettes que ça, ils ne seraient pas allés au motel. On s'entend là-dessus? Et il envoie quelqu'un en mission, c'est Francis Simard, aller voir si la cache du 5630, la rue Armstrong à Saint-Hubert, si elle est toujours fiable. Ça, c'est toute beauté. Ça, c'est toute beauté de savoir ça. Mais nous, on sait, par la bande, M. Devirieux, que pendant l'absence de ces gens-là, à l'étranger, eh bien, la maison a reçu quelques visites. Oui, bien sûr. Et puis, on avait posé des micros partout, sans doute. Bien. Oui, absolument. Quand ils se déplacent, genre, les services secrets, ils laissent une carte de visite. Souvent, c'est un mouchard, une espèce de petit bug dans les micros. C'est la modus operandi standard. Hein? C'est amusant, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, on va aller à la pub, et c'est très apprécié. Je suis en studio avec M. Claude-Jean Devirieux, journaliste reporter à Radio-Canada de 1956 à 1986, belle carrière de 30 ans. Et il a pris sa retraite en fondant sa propre boîte de communication l'année suivante en 87. Et depuis, il est toujours actif à 79 ans. Il a couvert la crise d'octobre. C'est ce qu'on parle ici ce matin depuis le début de l'émission. Et on poursuit. Là, on est vraiment, justement, dans le cœur de la crise. James Richard Cross a été enlevé. On a parlé avant la pub, la pause musicale, le 5 octobre, par la cellule Libération de M. Jacques Lanctot. Il est détenu à l'appartement de la rue des Récollets. De mémoire, je pense, c'est 10 945 des Récollets à Montréal-Nord. Qui était bien connu de la police. Qui est connu. Truffé de micros, etc. Il y avait nos amis de la GRC, parce que vu que c'est un dignitaire étranger, ça se joue au niveau des services secrets canadiens. On s'entend là-dessus. C'est eux qui prennent charge. C'est très important. Et l'homme qui a pris charge, c'est le sergent détective Donald McClary de la section G. Juste pour le Québec, cette section-là existait. On l'a surnommé l'escouade des Dirty Tricks. Pourquoi? Parce que
pendant justement les événements après la crise d'octobre, ben, ils vont voler de la dynamite, ils vont poser des bombes, ils vont faire tout ça de méfaits, ils vont kidnapper des dissidents en plein cœur de Montréal pour les amener dans un boisé sur la rive sud et les tapasser pendant 17 heures pour en faire des balances, des indices, des taupes. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça, c'est l'équipe des Dirty Tricks. Alors, ces gens-là vont prolonger la crise d'octobre pendant 5 ans. Alors, c'est pas rien, c'est pas anodin. Donc, les Felkis de la cellule de financement Chénier apprennent, on était rendu là, à leur radio d'auto, en tout cas par les médias, que le dignitaire britannique a été enlevé, M. Cross. Ils reviennent, ils sont de retour le 8 et ils vont rester dans un motel une journée ou deux. Ils vont aller, bien sûr, prendre place au 5630 de la rue Armstrong. Voilà. Là, maintenant, ils doivent enlever quelqu'un pour répondre aux gestes de la cellule Libération. Qu'est-ce qu'ils font? Pour aider la cellule Libération et en même temps amplifier la crise, quoi. Alors, ils avaient jeté leur dévolu d'abord sur le ministre des Postes, le ministre fédéral des Postes, dénommé M. Côté. Et finalement, ils se sont rabattus pour Pierre Laporte, qui était là sur sa pelouse, et ils ont décidé de l'enlever. Ils ont enlevé M. Pierre Laporte. À Saint-Lambert. Et ils l'ont emmené rue Armstrong. Ils ne voulaient pas prendre un pont pour traverser le fleuve. Ils disaient que c'était surveillé. Alors, ils ont resté dans leur patelin sur la rive sud. On s'entend là-dessus? Alors, voilà. Et bien entendu, la police a su immédiatement que M. Laporte était incarcéré, en quelque sorte, caché sur la Mais M. de Virieu, on le sait, il y a un livre qui vient de sortir d'un ancien agent d'infiltration de la Sûreté du Québec, de surveillance électronique, de la SQ. Un livre vient de sortir, c'est tout récent, c'est tout chaud. Et il y avait un passé trouble, M. Pierre Laporte. Alors, M. Pierre Laporte avait un passé trouble. Pour financer sa campagne électorale... De 70. De 70, la campagne au leadership du Parti libéral d'abord, au cours duquel, à l'issue duquel, de laquelle Robert Bourassa a été élu chef du Parti libéral. Le candidat. Et puis, pour financer sa campagne électorale aux élections législatives de 70, il s'était accoquiné avec des gens de la pègre. D'ailleurs, il y a une photographie qui a été prise par les agents de la Sûreté du Québec où on voit M. Pierre Laporte en compagnie des deux leaders de la pègre italienne de Montréal, d'Asti et Di Iorio. Frank d'Asti et Nicolas Di Iorio, c'était deux lieutenants sous les ordres de Frank Cotroni, la mafia calabraise. C'est très important de le mentionner, ça. Oui. Alors, ce que je regrette aux rétrospectives qui ont été diffusées par les médias dernièrement, c'est qu'on n'a pas assez insisté. Monsieur Pierre Laporte était vraiment très impliqué avec la pègre. Et les policiers de Montréal-Nord, un policier de Montréal-Nord m'a dit, Monsieur Laporte ne laissait à personne le soin de venir collecter l'argent de la protection, du graquette de la protection. Il venait lui-même collecter l'argent. C'est tout dit. Voilà. Bon. Je suis désolé pour les proches de M. Pierre Laporte, mais M. Pierre Laporte, c'était ce qu'on appelle vulgairement un crook. Voilà. J'avais un de mes collègues de CBM et CBMT à Radio-Canada, rue Dorchester, c'est à l'époque rue Dorchester. Oui, c'était pas René Lévesque. Frank Roach. Qui l'avait appris, parce qu'il couvrait les affaires de police, et il avait personnellement averti Monsieur Claude Wagner, qui était ministre de la Justice. Mais Monsieur Claude Wagner le savait déjà par les agents de la Sûreté du Québec. Et Robert Bourassa, il est sorti de son rôle de journaliste et il a averti personnellement Robert Bourassa. Je dois mentionner que Pierre Laporte ambitionnait de devenir ministre de la Justice, mais Robert Bourassa, ayant été prévenu, a dit non, ça va bien. Hein? Exactement. Il n'a pas voulu lui donner le poste et on sait très bien que le monde du crime organisé aurait tellement aimé que Pierre Laporte se fasse nommer au ministère de la Justice. Voyons donc, c'est tout à fait normal. Monsieur Pierre Laporte a été donc caché dans cette maison de la rue Armstrong et il aurait fait une confession à ses ravisseurs, c'est-à-dire les frères Rose, Francis Simard et Bernard Lortie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette confession, ce document? On n'en sait rien. Mais il aurait fait une confession. Ce qu'il y a de curieux, c'est que Monsieur Pierre Laporte, au cours de ses campagnes électorales, s'était présenté comme le champion du fédéralisme qui allait s'opposer à la montée de l'indépendantisme, du séparatisme au Québec. Il se promenait avec une image représentant un billet $1. La pièce à l'évêque. Il disait, voilà, la pièce à l'évêque. Il la déchirait. Et puis c'était... Et alors, une mise en scène. C'était très embêtant pour les membres du gouvernement, pour toutes les autorités qui étaient ouvertement fédéralistes. Puis, je ne veux pas prendre position pour le séparatisme ou le fédéralisme, mais c'était très embêtant. Et alors...
Bon, si on avait su que Pierre Laporte était à coquiner avec la pègre, ça aurait jeté le discrédit sur toute la classe politique fédéraliste. Au complet. Et ça aurait aussi créé une onde de choc dans le propre gouvernement Robert Bourassa. On s'entend dessus, là, il y aurait eu obligatoirement une commission d'enquête. Absolument. La commission d'enquête sur le crime organisé, SECO est venue 4 ans plus tard, mais ça serait arrivé beaucoup plus tôt, là, en 70. Bon, alors, ça, c'est assez troublant. Sauf que, face à lui, on a un ravisseur, Paul Rose, qui était sur la Rive-Sud. Lui, avait aussi des fois des drôles de fréquentation. Mais ça, lui, on a entendu dire que lui aussi a fait des menus larcins puis qui était proche des gens du crime organisé. Aussi, on a entendu certaines choses. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Okay. Ben, alors, on a entendu certaines informations à cet effet-là, à l'époque également. Mais je ne m'avance pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils détenaient Pierre Laporte et qu'ils ont appris que Pierre Laporte était finalement financé par la pègre. OK, très bien. Maintenant, l'otage, Pierre Laporte, est détenu du 10 octobre, le jour de son ravissement, 10 octobre, et arrive finalement la loi des mesures de guerre. Alors, la loi des mesures de guerre... décidé le 15, mais dans la nuit du 15 au 16. Hein, dans la nuit du 15 au 16, oui. Ouais. Et, dans la nuit, en plus, c'est important. Le Parlement ne siégeait pas. Oui, le 16, elle a été proclamée le 16. L'opération Essai. Mais dès le 15, le gouvernement fédéral avait fait entrer 8000 hommes de troupes au Québec. Donc, c'était planifié d'avance. Mm-hmm. Dans la nuit tout de suite après la proclamation de la loi sur les mesures de guerre, eh bien, les autorités policières ont procédé à l'arrestation. On a dit plus de 500, on a dit 400. C'est effectivement 498 personnes. Arrêtées, sans compter 10 000... À travers la province. 10 000, ils ont été à visiter 10 000... 10 000 perquisitions. 10 000 Mon propre domicile a été perquisitionné. Oui, vous-même. Lors de cette nuit-là. Voilà. Alors, on ne fera croire à personne que pour perquisitionner plusieurs milliers de domiciles et pour arrêter près de 500 personnes, on ne fera croire à personne que ça n'avait pas été préparé d'avance. Bon. Il fallait des listes, parce que pendant cette nuit-là... il y avait une liste qui circulait. Pendant cette nuit-là, moi j'étais journaliste, et j'étais dans une voiture et j'essayais de suivre les policiers, et les policiers savaient très bien où ils allaient. Ils connaissaient l'adresse des suspects, des prétendus suspects, des présumés suspects, et puis ils savaient très bien où ils allaient. Ça ne posait aucun problème pour les policiers qui procédaient à ces perquisitions ou à ces arrestations. Et on sait, à l'émission de Guy Gendron, tout le monde en parlait, auquel vous avez participé il y a 2 semaines à Radio-Canada, que le lieutenant détective Julien Giguère, l'association antiterroriste de la police de Montréal, était présent, il a témoigné. Le monsieur aussi, il est dans 70 ans, et le monsieur a dit que la fameuse liste de 500 noms, il avait rayé des noms. C'était les noms des ravisseurs. Parce qu'eux autres, c'est leur tactique. Ils les laissent dans la nature pour mieux les filer. Alors, on aurait pu arrêter la crise et peut-être sauver la vie d'un homme immédiatement. On s'entend là-dessus, là? Bon. Alors, on est donc le 16 octobre. C'est la loi des mesures de guerre. L'armée est proclamée. 13 000 soldats. Oui. Il y a des tentatives, pour impressionner les ravisseurs de Laporte, eh bien, on fait des descentes dans la rue Armstrong. Adjacente. Dans la maison voisine, oui. Bien entendu, tout le monde était un peu fébrile dans la maison de tout le monde est sénat. Tout le monde est sénat. Et puis Pierre Laporte était au sans-coup parce qu'il pensait bien, il s'est bien rendu compte qu'il était condamné. Oui. Il s'est rendu compte qu'il était condamné. Oui. Et il a fait une tentative d'évasion. Il s'est lancé dans une fenêtre et il s'est coupé. Dans sa chambre, il tente de passer à travers la vitre. Il était blessé. C'était des blessures superficielles. Au thorax et au poignet. Et il ne pouvait pas mourir de ces blessures-là. Le coroner l'a mentionné. Le coroner l'a mentionné. Il ne pouvait pas se vider de son sang. Non. Les frères Rose et Francis Simard ont soigné Pierre Laporte comme ils ont pu. Là, maintenant, vous dire les frères Simard, les frères Rose. Les frères Rose, qu'est-ce qui restait dans la maison de 56 angles lorsque cette tentative de fuite-là est arrivée le 16 octobre? Il y avait Jacques Rose et Francis Simard. C'est tout. Bernard Lortie était déjà parti. Bernard Lortie, on lui avait dit, t'es trop jeune, tu as 19 ans, fiche le camp. Oui. Et Paul Rose était chez sa blonde. Réfugié chez sa blonde. Sur Queen Mary. Sur le chemin de la Reine Marie. Voilà. Oui. Alors, il n'y avait que 2 personnes, donc. Et... ils ont soigné Pierre Laporte comme ils ont pu, en découpant des bandes dans des draps ou dans des serviettes. Pour arrêter l'hémorragie. Ils ont arrêté l'hémorragie comme ils ont pu. Très bien. Monsieur Laporte était très abattu. Et alors là, les versions diffèrent quant à sa mort. D'abord,
les frères, les membres de la cellule de financement Chénier ont toujours prétendu qu'ils étaient responsables de la mort collectivement. Sans mentionner de coupable. En ce qui me concerne, j'ai fait des recherches et j'ai la conviction qu'un troisième homme est venu aider Francis Simard et Jacques Rose. Là, il y a une question qui est toujours là en suspens. Quand on a découvert le corps inerte, froid, de Pierre Laporte dans la valise de la voiture taxi verte Chevrolet, immatriculé 9J2420 sur le terrain de la Wendell Aviation en bordure de l'aéroport de Saint-Hubert, qui est juste à côté de la résidence des ravisseurs au 5630 rue Armstrong. C'est-à-dire qu'il est juste à côté, c'est au bout de la rue. Et au bout de la rue, on tourne à droite. Il faut tourner à droite. Ouais. Et là, quand on a trouvé le corps, il y avait un oreiller sur sa tête. Alors, il avait des oreillers et il était bandé, il avait des oreillers. Le coroner lui-même a dit qu'il se peut qu'il n'était pas mort quand il a été déposé dans la valise. Dans la valise, c'est pour ça qu'ils avaient mis des oreillers sous sa tête. Ce qui infirmerait la thèse des Felkis qui revendiquent la mort. Voilà. Il l'aurait livré sur la Wendell Aviation, un terrain fédéral, alors qu'il n'était pas refroidi. Dans son livre, Francis Simard... Pour en finir avec Octobre. Il dit « Nous étions tous excités. Tous, mais il n'était que deux. » Et dans sa déposition à la police après son arrestation... vous avez couvert leur procès, vous, à l'époque, hein? Oui, j'ai couvert ces procès-là. Eh bien, il a dit qu'ils étaient trois. Mais qui était la troisième? Ils étaient tous. Qui étaient les autres? Oui. On ne l'a jamais su qui étaient les autres. Oui. Ensuite, Francis Simard est revenu sur sa déclaration et il est revenu sur sa déclaration et il a dit qu'il a refusé de la signer. Oui. Mais... un dénommé Jean Magnier, vous avez parlé d'un dénommé Jean Magnier. Là, il faut revenir à ma fréquentation avec M. Claude Noyes, qui était un des responsables de la CIA à Montréal, dont je connaissais la femme, Vicky. Et j'ai dîné en 72-73 chez M. Claude Noyes, qui avait été déplacé à Toronto, et je lui ai dit qui était le chef du FLQ. Que les gars du FLQ appelaient le vieux. Il était surnommé le vieux, le grand Manitou du Front de libération du Québec. Claude Noyes, c'était dans un restaurant sur Temperance Street, à Toronto, qui s'appelle la Maison Basque. Et il me dit, mais c'est Louis Laberge. Le vieux Louis Laberge, le président de la Fédération des travailleurs du Québec. FTQ. J'étais assis par terre. J'ai failli tomber en bas de ma chaise et j'ai voulu vérifier cette information-là. Oui. Alors, je suis allé plus tard, au moment de la commission d'enquête sur le crime organisé. J'ai rencontré le juge Clich qui présidait cette commission. Et ça, c'était la commission Clich sur les saccages de la baie James en 1974. La commission de Seco, c'est M. John. Bon, excusez-moi. En tout cas, j'ai rencontré le juge Clich qui était entouré avec Chevrette et puis Brian Mulroney. Chevrette et puis Brian Mulroney, qui étaient ses deux assesseurs. Et je lui ai dit, avez-vous des informations sur le passé de M. Louis Laberge? Et il me dit, tout ce qu'on sait, c'est qu'il était un informateur de la Gendarmerie royale du Canada. Absolument. Il avait été... il était étudiant quand il a été recruté. Il avait été recruté à l'Université de Montréal, comme bien des personnes, et avec pour mission de bloquer la montée du communisme au sein des mouvements syndicaux. Parce qu'il y avait des communistes en opération. Il faut savoir que lui, son premier syndicat se fait avec la Canadair. Et j'ai téléphoné il y a 2 ans à Guy Chevrette. Est-ce que vous avez approfondi cette information d'après laquelle il aurait été le chef du FLQ? Il m'a dit non, on l'a pas. Il m'a dit moi-même, je l'ai appris en même temps que toi. Que toi. Mais apparemment, le juge Clich le savait. Voilà. Alors voilà. Donc. Mais Jean Magnier, c'est un truand. Jean Magnier, c'était un truand. C'est le docteur Jacques Ferron. Et lui, il a fréquenté une sœur de Bernard Lortie. Oui, alors ça c'est le docteur Ferron, qui était un négociateur
au moment où les frères Rose se sont fait arrêter à Saint-Luc. À la fin décembre de 70. Oui, dans la ferme de Michel Vigée. Et puis, le docteur Ferron m'a mis sur la piste de ce dénommé Jean Magnier. Jean Magnier, c'était un ancien mercenaire belge au Congo. Il avait le grade de lieutenant, donc il était officier réserviste de l'armée belge. Il était sur la rive sud, où il s'était lié un peu avec la pègre locale. Le clan Cotonny. Parce que c'était un vaurien, c'était un criminel de petit chemin. Oui, bon, un déviant, un petit délinquant. Oui. Et il a été recruté par le Front de libération du Québec, et ça a été le dernier propriétaire officiel. Son nom est sur les registres de la municipalité de la maison du pêcheur en Gaspésie. Voilà. Et ça a même été découvert, cette preuve-là, par l'auteur romancier Louis Hamelin. Oui. Il en a parlé lui-même. Alors, Jean Magnier, j'ai retrouvé sa trace. Il vivait avec la sœur de Bernard Lortie, Zita Lortie. Alors, membre de la cellule de financement chénier. Je l'ai convoqué, je l'ai invité à me rencontrer, et je l'ai rencontré à la cafétéria de Radio-Canada. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « Louis voudrait savoir ce que tu vas me poser comme question. » En faisant allusion à Louis Laberge. Je me souviens pas s'il a dit Louis Laberge, c'est Louis. Et puis, bon. Alors, finalement, il ne m'a rien dit. Troublant. Mais là, M. Davirieux, là. Mais alors, c'est Jacques Ferron qui m'a dit que le véritable tueur, c'était probablement un délinquant, Jean Magnier. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste de Jean Magnier. D'ailleurs, l'interview que j'ai faite avec Jacques Ferron est disponible au centre d'archives Gaston Miron aux archives à l'Université de Montréal. Et il faut savoir d'ailleurs que la thèse de Jacques Ferron a été immédiatement reprise. Il écrivait dans Le Devoir dès 71, 72, 73, et puis il a été discrédité tout de suite parce qu'il fallait rester collé sur la version officielle des autorités d'Ottawa. Je n'ai aucune preuve. Ma conviction, c'est que Jean Magnier a rejoint Francis Simard et Jacques Rose dans la maison de la rue Armstrong, et c'est lui qui aurait achevé Pierre Laporte, qui était encore vivant. Dans la valise d'auto, il était vivant. Oui. Parce qu'il y a eu un laps de temps, on le sait, là, entre le premier communiqué de la cellule de financement chénier à la station CKC, à Michel Saint-Louis, il y a eu un 10 heures. Oui, avant qu'on retrouve le corps. Le 17 octobre. Je dois dire aussi, c'est que le dernier communiqué a mis beaucoup de temps, où il n'a jamais été publié parce que la police l'a récupéré, annonçant la mort de Pierre Laporte. C'était un communiqué de la cellule de libération de Jacques Lanto qui donnait un drapeau blanc. Que le centre de commandement interarmes de Saint-Hubert a bloqué ses communications avec l'extérieur dès midi et demi, dès 13h. C'est ça. Alors qu'à midi et demi, ils avaient reçu un coup de téléphone disant que ils allaient recevoir M. Pierre Laporte. M. Pierre Laporte. Maintenant, la thèse de Guy Gendron, le journaliste de Radio-Canada, un de vos collègues, qui a un peu ri à votre thèse à vous quand vous l'avez rencontré dans les studios pour faire le tournage, tout le monde en parle. Il a réfuté votre thèse. Lui, il a dit, nous avons élucidé le mort de Pierre Laporte. Voici ce qui explique la présence d'un oreiller dans le coffre de la voiture immatriculé 9J2420, la Chevrolet verte. Il a dit que lorsque le corps a été déposé dans la valise, il était chaud. Le Pierre Laporte était vivant. Il se serait agité, il se serait emporté, il se serait débattu. Et en pris de panique, les deux falquistes qui restaient, Jacques Lerose et Francis Simard, ont décidé de l'étouffer avec sa chaînette qu'il avait au cou. Et là, ils l'ont tué et ils l'ont livré sur le terrain de la Wandel Aviation. Donc, il était bel et bien mort lorsqu'ils l'ont laissé. Il dit, voici ce qui explique maintenant la crise. Donc, la présence de l'oreiller, c'est parce qu'il voulait le transférer. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on le transférait dans une nouvelle cache. Mais ça, c'est nouveau. 40 ans plus tard, on se pose encore la question, où était la fameuse cache de Guy Gendron des moi, voyez-vous, donc je me suis fié à la déclaration aux déclarations de Guy Ferron, du docteur Ferron. Jacques Ferron. Et puis, j'ai rencontré Jean Magnier qui ne m'a rien dit de valable. J'ai fait ensuite des recherches, je suis allé à l'Institut médico-légal et on m'a exhibé la peau du cou à l'arrière du ministre Laporte. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'au moment de l'autopsie du corps de Pierre Laporte, on avait mesuré la force de résistance de la chaînette du cou, mais on n'a jamais comparé la longueur de cette chaînette avec la circonférence du cou de Pierre Laporte. Et je prétends, moi, que c'est très difficile d'étrangler quelqu'un en prenant à travers le chandail et puis en tournant comme ça. J'ai vu la trace de la chaînette sur la peau du cou et j'en ai
acquis la conviction que M. Pierre Laporte a été étranglé à l'aide d'un barreau, à l'aide d'une barre de bois, à l'aide d'un garrot. Il a été garrotté. Mais pas sa chaînette. Par sa chaînette. OK. Oui, on aurait passé et puis on aurait tourné. Okay. Parce qu'il est impossible, en prenant la chaînette à travers un chandail, en tournant comme ça, de faire en sorte que la trace de la partie supérieure de la chaînette et du brin inférieur de la chaînette laisse si peu d'espace. Mais ça n'a jamais été fait. Monsieur de Virieu, le temps nous manque. On est rendu, il nous reste une minute seulement. Je voudrais mentionner que Jean Magnier, il est mort quelque temps après, brûlé, après si c'était versé du versol sur lui, et il s'est mis le feu à lui-même. Il s'est flambé. Je voudrais mentionner aussi que Michel Vigée, qui avait caché les frères Rose, il s'est renversé sur son tracteur. Il s'est renversé sur son tracteur. Il a été renversé par son tracteur. Et vous? Et il s'est tué par son propre tracteur. Et vous avez été suivi par des agents de la GRC et on vous a dévalisé à votre maison. Menacé de mort. J'ai fait arrêter ces menaces de mort par le solliciteur général Jean-Pierre Goyer. Et quand on a cambriolé ma maison, on m'a volé quoi? Uniquement mon dossier sur la crise d'octobre. Oui, tout ça est trop bien troublant. Et on n'a pas fini d'en parler. Et 40 ans plus tard, on n'a pas encore percé l'énigme, je vous le dis. Monsieur Claude-Jean de Virieu, un gros merci d'être venu ici ce matin. Longue vie à vous. Ce fut passionnant. On aurait pris encore 1 heure de ça. On aurait pris encore 1 heure de ça. On aurait pris encore 1 heure de ça. On aurait pris encore 1 heure de ça.